Je m'appelle Benoît Arnaudin, je suis designer. Et puis je mène des projets de design fiction entre autres. Et voilà, j'ai une pratique artistique, on va dire, en cours, quoi. C'est une pratique de design, on va dire, qui est plutôt née aux États-Unis, qui est venue en Suisse, en France, qui a introduit comme ça le paysage européen et occidental, qui questionne l'avenir de nos nouvelles technologies, de ces objets étranges, les objets intelligents, les frigos connectés ou les voitures connectées, les voitures autonomes, voilà, toutes ces choses toutes ces innovations, on les questionne, on les critique, on en fait des visualisations à plus ou moins long terme. Et on essaie de voir un petit peu les failles de ça et on s'en amuse, quoi. Alors la vidéo, c'est un des moyens de le montrer. On fait des fausses pubs, on fait des faux tutoriels, on peut aussi faire des choses plus analogiques comme des faux catalogues Ikea du futur. Ça, c'est un projet dont j'ai parlé pendant la conférence de ce studio Near Future Laboratory qui a imaginé le futur catalogue d'Ikea dans peut-être 10 ou 15 ans, qu'est-ce qu'il vendrait de connecté ou pas. Alors oui, c'est là la petite subtilité du design fiction, c'est qu'on ne fait pas que de la dystopie, ni de l'utopie. C'est-à-dire qu'on est dans des endroits de vision du futur qui sont autres, qui essayent de s'amuser aussi du futur, qui essayent je disais, montrer les failles de ce futur technologique. On voit clairement qu'il y a une attente de l'industrie, en tout cas l'industrie des nouvelles technologies de la communication ou des GAFA, comme on appelle, Google, Amazon, etc., à s'emparer de ce morceau qu'est le futur, l'avenir, clairement en investissant de l'argent sur à quoi ressemblera notre futur à nous, en créant des pubs, en investissant en Hollywood, par exemple dans des films. Clairement, il y a de l'argent mis dans certaines scènes de films de science-fiction depuis 20 ans, 30 ans. Pourquoi on fait du design fiction? Et ben, en fait, on fait du design fiction, chacun a sa propre raison, entre guillemets. C'est né un petit peu dans des milieux de recherche, en fait. Des milieux de recherche, soit en entreprise, soit en université. Si je reprends le Near Future Laboratory, qui est un studio suisse, on a 3 personnes qui l'ont fondé. On a Julian Blicker, qui est un Américain qui vient plutôt qui était designer et qui a travaillé pour Nokia notamment, et qui travaille en recherche et développement chez Nokia. On a Nicolas Nova, qui lui un chercheur en sciences sociales, qui a fait une thèse à l'EPFL, l'école polytechnique à Lausanne, donc il vient clairement plus du monde, alors soit de la recherche, soit disons des humanités, ce qu'on appelle en sciences sociales. Et puis on a une 3e personne qui est Fabien Girardin, qui est suisse et qui, lui, vient plutôt des data, en tout cas du traitement des données. Et lui, il a fait une thèse notamment sur comment on utilisait les big data pour faire des visualisations. Donc on voit que ces trois personnes qui ont fondé ce studio représentent de manière assez symbolique pourquoi on fait ça. C'est-à-dire qu'on a différents attraits et on vient de différents domaines, quoi. Moi, ce que je crois, c'est que c'est un outil, en fait. C'est un outil dont on peut s'en emparer quand on est designer, quand on est chercheur, quand on travaille dans une entreprise, quand on est voilà, dans l'audiovisuel, dans n'importe quel endroit. On peut s'emparer de ces pratiques-là, cette façon de voir les projets, en fait. C'est peut-être une façon d'aborder un projet, ouais. Alors, c'était en 2002 et c'est un projet de James Auger et Jimmy Loiseau, qui sont 2 designers anglais, et qui ont imaginé une dent connectée qui recevrait les ondes audio, les ondes hertziennes. Donc on pourrait recevoir des radios, on pourrait recevoir un talkie-walkie qui émet des ondes, on pourrait recevoir toute une série de types d'audio sur sa dent et ce serait directement relié à notre oreille interne. En tout cas, ils n'expliquent pas trop comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un projet fictif. Ils ont fait une fausse pub, en créant une fausse entreprise, MyBeck, ils l'appellent comme ça. Puis cette vidéo, en 2002, elle commence un peu à tourner et finalement le Time s'en empare et dit c'est la meilleure évolution, c'est une des meilleures inventions de 2002. On fait même ils sont sur la couverture du Time. Puis c'est un peu ce canular qui commence à être pris par tous les autres journaux, dans les médias, etc. Eux, ils font des interviews en expliquant leur invention. Ils reçoivent des emails de personnes du corps médical qui disent que c'est une catastrophe. Enfin, bon, ils rentrent dans ce jeu-là, ces designers, pour aussi montrer que finalement, on ne peut pas faire n'importe quoi quand
quand on essaye de faire des objets innovants, quoi. C'est un peu chacun fait ce qu'il veut avec ce truc. Voilà, il prend le design fiction, c'est comme un outil, puis après, est-ce que c'est une façon de montrer une étude scientifique d'une autre manière? Est-ce que c'est une fausse pub pour dénoncer les dérives de certaines entreprises? Voilà. Après, libre à soi d'en faire ce qu'on veut, et il n'y a pas de règle en fait pour dire ce qu'on veut. Voilà. Moi, c'est un mélange de plusieurs choses. Enfin, j'ai fait des fictions en réalité virtuelle, j'en ai fait sous forme de jeux mobiles. En fait, à chaque projet, ça prend un peu une forme différente. J'ai fait, par exemple, une installation où c'était une installation clairement physique. C'est une forme un peu contemporaine de sculpture, quoi. En tout cas, à chaque fois, la forme, pour moi, est un peu mouvante, en fait, pour chaque projet. Je m'en fiche un petit peu de la forme. Elle vient avec le fond, en fait, du projet, quoi. En fait, ouais, c'est le contexte de création est particulier. C'est-à-dire que des fois, on fait des résidences d'artistes ou de designers en partant d'un sujet, puis on va le développer dans des lieux. Après, ça peut être aussi des envies personnelles où on veut développer un projet personnel. Ça peut être une commande aussi. Là, j'ai fait un jeu mobile cet été, comme ça, un peu fictionnel, hein, de design fiction, très populaire. C'était vraiment fait pour n'importe qui pouvait se télécharger sur n'importe quel téléphone, à Genève, pour la ville de Genève. Donc c'était la ville de Genève qui m'a demandé ce jeu, et j'ai développé en relation avec eux dans un parc, le parc Lagrange à Genève, qui est en bord de lac, et ce qui était vraiment localisé sur cette chose-là. Et on jouait un archéologue du futur en 3018, et on redécouvrait les différents objets et ce qui faisait les caractéristiques du peuple suisse au début des années 2000 à peu près. Donc on s'amusait un petit peu de ce futur, venant du futur, ce regard sur le présent. C'est surtout souvent ce que je fais en fait, je parle de maintenant en utilisant le futur en fait. Je parle pas beaucoup du futur. La perception, souvent que c'est de la fiction en fait. Quasiment personne connaît ce terme de design fiction. C'est un tout petit groupe comme ça de gens. Mais non, c'est assez bien reçu. Souvent on a une habitude de la fiction en fait. Et vu que le design fiction, pour moi, il y a des racines profondes avec ce qu'on peut lire en science-fiction ou voir dans certains formats. Black Mirror, par exemple, on pourrait presque dire que c'est du design fiction. Alors c'est très dystopique, c'est très noir comme vision, mais il y a certains épisodes qui sont assez justes quoi, sur le futur. Ouais. Il y en a qui sont clairement un peu flippants. Quoi. On va dire que c'est une pratique des années 2000. Quoi. Après, ça s'inscrit quand même dans d'autres mouvements de design. On a pas mal d'écrits. Enfin, je pense à deux auteurs qui ont écrit un peu là-dessus. Il y a Alexandra Midal et puis Emanuele Quins, qui sont deux universitaires, enfin en tout cas deux théoriciens du design, qui ont écrit à leur manière de vision de cette histoire du design alternatif. Et quand on parle design fiction ou design spéculatif, on pourrait parler aussi du Droog design des années 90 aux Pays-Bas, on pourrait parler du design radical italien, de l'anti-design de Ettore Sottsass, on peut parler de... Puis on peut remonter comme ça dans le temps, et Alexandra Midal par exemple, elle parle de William Morris, qui est un des pères fondateurs du design moderne et contemporain en Angleterre. Donc on voit qu'il y a une lignée comme ça dans le design qui n'est pas toujours visible, parce qu'on voit souvent des grandes stars, type Stark, qui font des objets comme ça un petit peu clinquants et parfois inutiles, mais en fait, au fond, dans le design, dans la discipline design, on a une vraie lignée critique et politique de la part de pas mal de designers et à travers tout le XXe siècle. En fait. Mais je pense qu'en fait, c'est un festival qui s'inscrit dans un réseau de festivals pour moi. Comme ça, j'ai pu parcourir certains avec des projets que j'ai faits. J'ai pu voir le GIF à Genève, le NIF à Neuchâtel. On a été au FNC Explore à Montréal. Et en fait, c'est l'émergence de ces festivals qui sont pas vraiment des festivals de cinéma, mais qui sont des festivals issus du monde de l'audiovisuel et du cinéma, mais qui vont chercher ces nouveaux formats, ces nouveaux formats, avec un S, parce qu'en fait, c'est en recherche perpétuelle. En regardant un petit peu ce que c'est la réalité virtuelle, mais aussi il y a d'autres formes de formats. Je pense que c'est des festivals exploratoires pour moi. Puis c'est un moyen de diffuser des films en VR, parce qu'aujourd'hui, qui regarde des films en VR?